On repart les amis, donc Apple à 3 000 milliards de dollars. Je voulais pas, à moins qu'il y ait quelque chose de spécifique et tout, mais je voulais pas qu'on parle de la valorisation boursière, etc. On sait que c'est des mécanismes boursiers qui sont propres en fait à la bourse, dans justement en plus une période de très forte liquidité, etc. Et tout. Non, moi je voulais, l'histoire est quand même, je ne sais pas par quel bout le prendre, mais quand même, Steve Jobs, c'était la mort de Steve Jobs, j'ai oublié, ouais, il y a 10 ans. Ouais, parce qu'il me semble qu'on a fêté les 10 ans. Il est assez rare de voir une entreprise presque accélérée, sublimée, après la mort de son fondateur. Je trouve que là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas. Isabelle, par quel bout est-ce que tu veux prendre ce sujet d'Apple ? Je trouve que les chiffres sont absolument extraordinaires. On a regardé les résultats nets qui sont de l'ordre de 90 milliards. C'est 2 fois l'impôt sur le revenu français. Juste le résultat net d'Apple. C'est pas mal comme image. Donc c'est pour donner une espèce de mise en perspective de cette société qui, en plus, a été... Donc c'est une société qui est de la tech, bien évidemment, mais c'est du hardware, du software. Ouais. Donc c'est les deux. Mais c'est aussi en termes de modèle économique, de l'achat de produits de grande consommation et de la vente de services. Donc ils ont en fait réussi à mettre en place une alchimie absolument incroyable qui répond aujourd'hui aux besoins et qui a transformé nos vies. Quand Steve Jobs a présenté le premier iPod et ensuite le premier iPhone, il a quand même mis dans nos mains cette capacité, en plus de la voix, d'accéder à la donnée et donc aujourd'hui d'avoir... Et avec, comme c'est ton job, dès le début, la notion que la donnée personnelle était un élément clé. Voilà. Et d'ailleurs, une de ses dernières interviews est absolument incroyable parce qu'il explique... Jobs donc, hein. De Steve Jobs. Il explique quelle est la responsabilité d'Apple sur de la donnée qui est extrêmement sensible, qui est de la donnée de géolocalisation. Et il explique de manière très claire comment il va demander lui-même, donc Apple, directement aux éditeurs, de lui dire l'intégralité des informations qu'il veut prélever sur la géolocalisation des personnes qui téléchargeront telle ou telle application. Et c'est Apple qui préviendra l'utilisateur. Et c'est ce qu'Apple continue à faire. Et donc ça, il dit ça il y a 12 ans, donc, et il dit ça il y a 12 ans. Et son souci, et il le dit, c'est de dire « Je ne veux pas qu'une jeune fille au coin d'une rue se fasse agresser parce qu'un éditeur malveillant aura récupéré ses données de géolocalisation. » Et donc ça, c'est effectivement clé. C'est-à-dire que ce qu'a réussi Tim Cook, c'est dans la continuité de Steve Jobs, non seulement à développer le modèle économique, mais en plus à préserver les valeurs. Et il y a une autre question qui a été... Au moment où Zuckerberg était au milieu de ses soucis sur la gestion de la vie privée, convoqué au Parlement il y a 2 ans ou 3 ans, etc., un journaliste demande à à Tim Cook, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Mark Zuckerberg ? Et Tim Cook répond, mais je ne serai jamais à la place de Mark Zuckerberg. Ça ne vous arriverait jamais. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit à quel point, dans les entreprises, notamment américaines, les valeurs sont véhiculées par les patrons de ces entreprises. Et ça, c'est clé. Et notamment dans l'univers de la tech. Et alors, je ne sais pas si c'est lié au déficit d'image aujourd'hui de Facebook, mais j'ai chopé ce chiffre-là. Le salaire médian chez Meta, donc maintenant, est 4 fois supérieur à celui d'Apple. Ils n'arrivent pas donc, à attirer... les mecs, exactement. 4 fois supérieur. Est-ce que c'est pas tout à fait non plus la même activité? Il y a probablement beaucoup plus de postes un peu plus juniors, un peu plus axés sur le produit chez Apple. Peut-être. Non, mais c'est pour ça. Mais je pense qu'il y a un effet mix quand même. Oui, mais enfin quand même. 4 fois supérieur, quoi, tu vois. Il doit quand même y avoir un tout petit peu de nécessité d'essayer de retenir un coup de carnet de chèque des gars qui savent plus ce qu'ils font chez Facebook. Les cultures, on a tendance à mettre les GAFA, entre guillemets, dans un espèce de même bloc vu d'ici. Les cultures de Google, Apple, Amazon, Facebook sont radicalement différentes. Elles sont très très différentes. Et effectivement, ça ne m'étonnerait pas que Facebook ait besoin d'aller chercher un peu plus pour recruter. Et aujourd'hui, pour recruter des bons ingénieurs, il est plus... Enfin, et forcément, le salaire est un élément important. Mais les valeurs de l'entreprise sont des éléments aussi importantes, on va dire.
Et aujourd'hui, nous, je sais qu'on est en... Tu le vois même à ton niveau, ça, Exactement. Isabelle? À mon petit niveau, on est une petite société dans l'univers de la privacy, on est extrêmement exigeant sur la protection des données que l'on collecte, et d'ailleurs on fournit des logiciels pour protéger les individus dans le traitement de la donnée qui peut être fait dans des bases de données clients, etc. Le fait de mettre ça en avant, aujourd'hui, on a des appels entrants de jeunes ingénieurs sortis d'école, ce qu'on n'avait pas il y a 4 ou 5 ans. Donc on a aujourd'hui, dans une espèce de... C'est, je pense, un effet post-Covid, qui va avec effectivement toute cette notion de... dans un cadre de développement durable, respect de la société, respect des autres, qui aujourd'hui est très prégnant dans les jeunes générations, les plus jeunes, et ça devient un élément aussi important que le salaire. Jean-Charles, Il y a des enquêtes contradictoires là-dessus. Il y a des gens qui disent, en fait, quand vous regardez bien les réponses justement même de cette génération-là, c'est quand même le salaire le package, le salaire et stock. Hein. Ouais. Stock très important. Donc le package est vraiment de loin ce qui est déterminant. Juste de manière sur Apple, il y a partie louange qui est faite, que tout le monde fait et qui est tout à fait méritée. Deux petites choses rapides du coup, parce que je partirai de ce qui n'est pas des louanges pour moi. Ce qui est très réussi, c'est Succession, ça c'est formidable effectivement, parce que ça veut dire quand on a quelqu'un d'aussi charismatique et incarnant la boîte que Steve Jobs, réussir ça, c'est formidable. Donc bravo à Tim Cook et bravo à Steve Jobs, parce que c'est lui qui a fait en sorte que ce soit possible. Et la deuxième chose, c'est pour moi une entreprise qui est formidable d'un point de vue du perfectionnisme. Il n'y a pas nécessairement un innovateur extraordinaire. C'est, quand vous regardez les lecteurs MP3 ou même les smartphones, il y avait des prémices de ça qui... Mais il y en a toujours, ça, Jean-Charles. J'entends ça sans arrêt. Mais il y en a toujours. Ce que je veux dire, c'est que c'est le champion de l'ergonomie perfectionnée, du hardware perfectionné. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour moi une qualité très très rare de savoir, et c'est ce que connaît l'acheteur quand il achète du Apple. Il est totalement convaincu qu'il a un produit parfaitement fini, extraordinairement bien fait. Et ça, c'est une qualité qui lui maintienne dans le temps, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Après, là-dedans, il y a pour moi quand même une question aussi de rente qui s'est créée, parce que iOS, c'est un environnement qui n'est pas concurrencé. Contrairement à Android. Android, c'est un environnement ouvert, vous avez des fabricants qui font tout. Donc, je ne peux pas avoir un fabricant chinois qui vient me proposer un smartphone sous iOS à moitié prix, avec des caractéristiques différentes, mais je n'ai pas cette concurrence-là, et j'ai un coût de changement de plateforme. J'ai un coût de changement d'univers. Tous ceux j'imagine beaucoup de ceux qui nous écoutent ont été concernés à un moment ou à un autre, c'est-à-dire ont hésité entre justement un iPhone ou un téléphone de l'environnement Android ou pour d'autres produits, peut-être des PC ou autres. Il y a un coût d'adaptation et de changement de pratique, donc plus de pertes potentielles de tout ce que j'ai acheté sous la plateforme iOS que je ne retrouve pas si je passe sous Android. Donc il y a une forme, pour moi quand même, de problème de concurrence. Et je pense que ça se pose pour les GAFAM de manière globale. Il y a un sujet de concurrence qui est divers selon les... En effet, aucun ne pose le même problème de concurrence d'ailleurs. Chacun est vraiment un cas à part. Mais quand tu représentes 10% d'un marché, c'est 10% du marché des smartphones. C'est un public qui est en partie piégé dedans. En toute connaissance de cause. En toute connaissance de cause. Mais une fois que tu es dedans, ton renouvellement de produit, tu n'as pas de choix dans ce même environnement. Donc ça changerait quand même quelque chose si j'avais des gens qui avaient la licence iOS et qui pouvaient proposer des produits. Tu n'aurais plus cette excellence. Le choix, il est fait, tu n'aurais plus cette excellence, tu Quand n'aurais plus cette garantie. Quand je vois les marges réalisées, hier, maintenant, c'est à peu près 90 milliards d'euros. Pardon, mais peu importe, c'est déjà considérable, c'est déjà absolument monstrueux la rentabilité de valeur que la France. La rentabilité, effectivement, de l'entreprise. Et donc tu dis, toi, cette rentabilité exige une concurrence en face. Absolument. Et quand une rentabilité est trop durable, bah oui, je pense qu'il y a une captation qui est à poser en question. Et la question pour moi, pour Apple, elle se pose vraiment là-dessus, sur l'idée que je puisse avoir une plateforme, un OS qui soit un OS avec licence. C'est normal qu'ils en tirent évidemment des revenus, mais c'est normal ce serait normal, de mon point de vue, qu'une concurrence puisse exister. Et de ce point de vue-là, pour moi, ce sont les deux menaces, je suis assez d'accord avec Jean-Charles, ce sont les deux menaces qu'il peut y avoir sur Apple, qui est effectivement doit être une succession absolument remarquable de Steve Jobs. Mais pour moi, les deux menaces, c'est ça, c'est l'action de l'autorité de la concurrence, notamment en Europe,
sur cette espèce d'écosystème ultra fermé qu'ils ont réussi à mettre en place avec des logiques monopolistiques. Et la deuxième menace, c'est quand même le renouvellement de Elle est monopolistique, mais elle est aussi de protection. Isabelle nous l'a bien expliqué. Oui, mais tu as quand même, sur toutes les Tu fournisseurs... n'as aucun doute, en fait, quand tu es dans cet environnement-là. Non, tu n'as aucun doute. Mais par contre, quand tu es fournisseur de software pour cet environnement-là, effectivement, ils ont quand même une position... Bah oui, mais d'accord. Ils sont aussi monopsones. Ils sont aussi monopsones Oui. vis-à-vis de tous Je les sais éditeurs. pas ce que ça veut dire, monopsone. Ça veut dire que je suis acheteur en monopole. En Ouais. fait. Et donc là, j'ai avec J'ai une ma position plateforme dominante. des gens que je peux d'ailleurs débrancher du jour au lendemain. Mais Des gens oui, qui mais ont encore une connu fois. des histoires terribles parce que Apple avait un droit de mort sur eux. quasiment. Absolument. Mais oui, enfin, c'est quand même, tu vois, ça pose quand même un sujet. Normalement, tu ne dois pas avoir, dans un équilibre économique qui fonctionne bien, un acteur qui a un droit de mort sur un autre. Mais Et c'est enfin, encore une fois, tu ne représentes que 10% du marché. Non, pas par rapport. Enfin, ça dépend. Tu Par rapport reprends à certaines. 100% d'iOS. Android. Oui, mais tu et, représentes alors, 100% il d'iOS. faudra qu'on en parle d'ailleurs. Oui, c'est 70% du marché. Voilà, et Huawei, alors, mais d'ailleurs, c'est un aspect très intéressant, parce que je me souviens très bien quand Trump a pris ses premières sanctions massives, je peux le dire aujourd'hui, mais je crois que je l'ai déjà raconté d'ailleurs, chez Bouygues Télécom, je discutais assez régulièrement avec Olivier Roussat, et Olivier me disait, il commet une erreur historique, parce que Huawei va développer son propre iOS, c'est tout ce qu'ils attendent. Mais ils n'y arrivent pas. Bah, Mais ils n'y arrivent proposent pas. une plateforme Ils concurrente sont en d'Android. train de Enfin, s'effondrer. puisqu'ils sont, Ils sont en train de bah, c'est- s'effondrer. Leur dernier résultat annuel montre un Oui, ils ont effondrement du ils ont truc. mal. Mais pourquoi? Parce que justement, tu vois, ça montre bien que c'est très difficile de faire coexister plusieurs plateformes. Et qu'une fois qu'une plateforme est installée, parce que la part de marché d'Apple mondiale, elle n'est pas si révélatrice. D'abord, elle est très forte aux États-Unis. Il faut voir là où les revenus maximum se génèrent. Ouais. Beaucoup plus forte aux États-Unis. Et sur un segment de la population, elle est super forte. Et donc, le fait d'effectivement de venir, et plusieurs ont tenté, hein, même Microsoft s'est cassé les dents là-dessus, sur le fait de Ouais. je crée mon C'est écosystème vrai. mobile et j'arrive à exister avec ça. Et ben c'est très très dur. Donc pour l'instant il n'y a que deux grands acteurs qui ont réussi. Un qui a choisi donc la logique de je suis pas fan, enfin je fais aussi les hardware mais je suis modeste on va dire sur le sujet, c'est Google, et donc j'ai une autre façon de générer des revenus. Et du coup sur le hardware à iOS, je maintiens que ça veut dire que tu es tout seul. Vous voulez ajouter un truc Et que c'est pas si fluide que ça. Ouais, c'est de intéressant, passer non, de l'un mais à ça l'autre. m'intéresse beaucoup, Non, j'entends. Je pense qu'il y a un vrai risque, effectivement. En tout cas, c'est aussi l'avis des autorités de la concurrence qui commencent à regarder ça de plus près. Donc, pour moi, c'est un vrai risque pour Apple, effectivement, d'être challengé dans cette position-là. L'autre risque, je trouve, c'est qu'il y a quand même une question de renouvellement sur l'iPhone qu'ils ont très bien réussi à gérer. Et je pense, honnêtement, qu'ils auraient du mal après la mort de Steve Jobs. Mais ils sont quand même sur un produit qui est au cœur de leur écosystème, qui date de 2007, qui est encore l'objet emblématique du XXIe siècle. Donc c'est quand même un objet assez mythique et un device qui est devenu extrêmement présent. Je ne sais pas dans quelle mesure... Enfin, dans la tech, les cartes sont rebattues tous les 10, 15, 20 ans à chaque renouvellement de techno. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ils arriveront à tenir cette position-là. Pour l'instant, ils sont très forts. Pour l'instant, ça fait 3 000 milliards. Si demain, c'est les cases de réalité virtuelle. Il faut qu'on avance, sinon on n'a pas le temps de parler de l'héritage. Voilà. Allez, moi j'ai envie de l'héritage. Donc très rapidement, tir de barrage contre une note du Conseil d'analyse économique préconisant une refonte totale de la fiscalité sur les donations-successions, partant du constat que la fortune héritée représente aujourd'hui 60% des patrimoines en France, contre 35% au début des années 70. Jean-Charles, je sais que tu serais capable de faire 1 heure là-dessus, mais moi très rapidement, donc une fois encore, Jean-Charles, maître étalon du libéralisme. Non. Donc, et c'est un débat qui divise profondément les libéraux. Oui. Toi, mais je veux pas que tu me fasses le débat. Toi, c'est quoi ta position? Moi, ma position, c'est que justement, là, il ne faut pas être obsédé par les inégalités, parce que justement, personne n'est capable de dire quel est le bon niveau d'inégalité. On sait qu'il y a des niveaux qui ne sont pas bons. Grosso modo, des niveaux trop élevés. Dans les niveaux bons, c'est difficile de savoir. Par exemple, si je regarde France et États-Unis, la France, il n'y a pas eu de dérive des inégalités de revenus sur les 30 dernières années. Aux États-Unis, il y a eu une dérive. Pour autant, le PIB par habitant a augmenté plus aux États-Unis qu'en France. Donc, on peut se poser la question, est-ce que tu veux il n'y a dire pas que la un dérive trade-off est parfois plus efficace pour la croissance, par exemple? Exactement. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on recherche comme objectif, quelle est l'unité de valeur, de mesure de tout ça. Et il y a surtout quelque chose de très trompeur sur l'égalité dans l'obsession anti-riche française,
française. Malheureusement, l'école Piketty, c'est des gens tout à fait remarquables, Landais et autres, hein, en termes de capacité notamment à réunir de réunir des statistiques, d'en trouver, de les reconstruire. Mais il y a quand même une obsession sur ce niveau-là, alors que je pense qu'il y a une incompréhension d'une partie de tout ça. C'est-à-dire qu'une grande partie de ces fortunes-là, c'est des fortunes boursières. Les fortunes d'aujourd'hui, on parle de fortunes, en fait, qui sont des fortunes boursières pour l'essentiel, qui ne sont pas des fortunes, si je puis dire, de jouissance. C'est-à-dire qu'on confond le gars qui a plein de châteaux, qui vit tout ça, avec le gars qui a 100 milliards d'une valeur de boîte, qui ne va jamais toucher, en fait. Il en exerce le pouvoir, mais pour l'essentiel, il ne va pas vraiment quand tu fais le constat, consommer. Il va essayer au contraire de quand transmettre. Quand tu fais le constat d'une société bloquée, comme on a pu le faire sur la nôtre, je ne sais plus quel est le niveau de génération pour passer d'une strate à une autre, il est absolument affolant. Est-ce que là, tu ne dois pas avoir un autre raisonnement ? Justement, ce qui est très intéressant, c'est que tu observes que la France est très mauvaise en matière de fluidité des classes sociales. Exactement. Et d'ascension des personnes les plus modestes, notamment parce que l'école est particulièrement ciblée comme étant très reproductrice des inégalités. Tout à fait. Alors même que le pays, globalement, en matière d'indicateurs classiques des inégalités, c'est-à-dire indice de Gini, que ce soit sur les patrimoines ou les revenus, est bien placé. C'est-à-dire qu'il est plutôt dans les plus bas. On est dans les pays qui, non seulement ne sont pas à des niveaux très élevés d'inégalité, mais qui en plus n'ont pas de dérive très forte. Alors, il y en a quand même une petite, notamment sur les patrimoines. Et donc, moi, je ne trouve pas du tout illégitime qu'on se pose la question. Je pense qu'il est maladroit de vouloir en tirer des revenus supplémentaires, parce que la France est déjà plutôt placée haut en matière de taxation globale du capital, même très haut. Donc, vouloir en tirer des revenus supplémentaires pour financer une allocation capital jeune, je suis totalement opposé à ça. Je pense qu'en revanche, il y a des niches qui sont effectivement pas productives et des niches qui sont tout à fait saines. Il y a des niches qui sont tout à fait saines sur la transmission d'entreprise et je trouve qu'elles devraient être encore meilleures. Car tant que justement tu ne touches pas à ce capital, tu en retires des fruits, mais ça ils sont imposés comme des revenus, hein, avec tes dividendes, mais tu n'en touches pas à l'intégrité, ça il me semble très important de pouvoir faire cette transmission peut-être encore mieux que le pacte Dutreil aujourd'hui. Donc ça, il ne faudrait pas y toucher. À côté de ça, l'assurance vie par exemple, ce qui me gêne avec l'assurance vie, c'est qu'il y ait une niche sur un produit donné par rapport aux autres produits financiers. Ouais. Et donc, je trouve qu'il faudrait... Et qui représente 2000 milliards. Je trouve que voilà, il faudrait permettre d'avoir une plus grande franchise de taxation pour les gens dans le bas de la distribution, en disant on remonte ce niveau-là. Et donc ça, on permet en fait à 99, je sais pas combien % des patrimoines d'être transmis sans frais. Quel que soit, d'ailleurs, il faudra abolir les questions civiles aussi. Jean-Charles, on part dans un luxe de détails qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, tu as raison, c'est justement, je cherchais une position dogmatique et ce que tu dis, c'est justement, il ne faut surtout pas avoir de position dogmatique. François-Xavier, tu nous as amené un petit graphe d'ailleurs, mais il aurait fallu nous l'envoyer pour qu'on le mette à l'écran. Oui, je te le montre effectivement, mais ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, désolé. J'ai envie de l'envoyer, mais c'est. Vas-y, mets-le plus longtemps. C'est un graphe qui est tiré du rapport en fait. Ouais, et alors et ça montre, en fait, ce que tu disais, c'est-à-dire que en fait, les inégalités de patrimoine étaient de l'ordre de 80%. En fait, 80% des patrimoines dans les années 1900 venaient de l'héritage. Ouais. C'est une part considérable. Et ça, en fait, ça a baissé jusqu'aux années 70 à 35%. Et là, c'est remonté et c'est autour de 60 là. Et donc, mon point, c'est quelle est la source de ça ? Quelle est la source pourquoi est-ce que ça évolue ? À partir de 70, on a cette espèce de course à l'égalité, pas de course à l'égalité, mais de création de richesse qui se fait pas par la croissance ralentie. Qu'est-ce qui s'est passé en 70 qui a fondamentalement changé les choses et qui fait que... Non, choc monétaire. Ah ouais. 15 août 71. Bretton Woods. Bretton Woods, bah oui, la fin d'accord, le système de Bretton Woods. Et en fait, à partir du moment, ça illustre en fait ce que je disais tout à l'heure sur le. C'est la façon dont je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à retrouver Bretton Woods dans le truc. Mais quand tu crées de la monnaie, mais c'est ce que Jean-Charles disait. L'appréciation des patrimoines, elle vient d'où ? Elle vient d'une appréciation. Non mais 70, c'est pas le quantitative easing. Bretton Woods, c'est la fin des échanges flottants. C'est la fin des échanges flottants, donc c'est la fin des talons. Et sur le début où on commence à créer de la monnaie comme des malades. Les années 70 et 80, c'est 10% de création monétaire par an. Et aujourd'hui, c'est combien ? Aujourd'hui, c'est un peu moins. Enfin, pas pendant la crise. Sans déconner. Ouais, sans déconner. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'inflation. C'est pour ça qu'on a des taux d'inflation de dingue dans les années 70 et 80. C'est parce qu'on a commencé à ouvrir les vannes grand patin.
À l'époque, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, la masse monétaire était beaucoup plus basse. Donc, en fait, quand tu ouvrais un peu, ça faisait un effet en pourcentage beaucoup plus fort. Et c'est ça qui crée l'inflation dans les années 70 et 80. Et à force d'ouvrir les vannes... Et donc ça, ce que tu dis, c'est ce qu'on a. Dans ces cas-là, l'argent va à l'argent, en fait. Ben oui, l'argent va à l'argent. C'est ça. Mais Bien surtout sûr. que c'est contemporain Bien en fait, du système de marchés financiers mondiaux. C'est-à-dire qu'en fait, à partir des années fin des années 70, début des années 80, on a vraiment des marchés de capitaux qui commencent à devenir mondiaux. C'est ça. Et ça va permettre une appréciation de ces actifs, c'est-à-dire de diriger justement la création monétaire vers, non plus, on va juguler, ça va être Paul Volcker, on va juguler, casser l'inflation des prix des biens et des salaires à ce moment-là. Donc on va atteindre, en fait, c'est aussi le moment où les inégalités se sont le plus réduites, et ça va repartir en avant parce que, effectivement, ça y est, on a une autre façon de dériver la création monétaire vers les actifs financiers. Et vers l'immobilier aussi, d'ailleurs, qui va commencer son ascension à partir de ce moment. Mais si tu veux, en fait, Donc, le problème à la source, c'est ça. Mais est-ce que c'est un problème? Retrouvons les talons or pour retrouver. Ah non, sûrement pas, parce que Mais est-ce que c'est un problème? Est-ce que cette évolution depuis les années 80 est un problème? Moi, j'en suis pas sûr. Parce que finalement, ça a aussi accompagné justement une dynamique d'élévation de niveau de vie qui a été tout à fait remarquable. Jusque dans les années 2010. Je donne la parole à Ce qui n'est Isabelle. pas un problème, c'est de créer de la monnaie, parce qu'on a besoin de créer cette monnaie. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et donc, le retour à talon or serait complètement illusoire, parce que le talon or, c'est un stock fini de monnaie, alors qu'on augmente la richesse. Donc, il faut augmenter la monnaie. Mais tant qu'on n'aura pas résolu cette question à la source de la façon dont on crée la monnaie, et je reviens sur mon idée de distribuer plutôt aux citoyens que par le canal de la dette, si tu fais ça, si tu distribues effectivement une monnaie sous forme hélicoptère avec une contrainte d'inflation, pour éviter que ça parte en inflation, tu as effectivement la possibilité de régler le problème à la source. Parce que derrière, après, une fois que le coup est parti, une fois que tu as créé ta monnaie par la dette, une fois que tu as fait élever les actifs, ça devient un sujet qui est exactement ce que tu disais, c'est ultra clivant, parce qu'effectivement, tu as des gens qui, de façon très légitime, disent « mais moi j'ai bossé toute ma vie et j'ai envie de transmettre à mes enfants », c'est parfaitement logique. D'autres qui disent « mais pourquoi est-ce que celui qui est bien né est moins imposé, ce qui est le cas aujourd'hui, que celui qui travaille, parce qu'aujourd'hui la charge sur le travail, et ça c'est pour un libéral aussi comme moi, c'est assez choquant, tu es moins imposé sur l'argent que tu reçois en héritage que sur l'argent que tu gagnes sur ton front avec le niveau des cotisations sociales. Donc ça, c'est profondément injuste. Et tu as un troisième élément qui est, oui, mais attention, parce que c'est quand même une fiscalité qui est éminemment délocalisable. Donc Bruxelles, enfin, voilà, tu vas à l'étranger, tu changes de pays, etc. Donc en fait, tu as des effets de bord qui font qu'en pratique, même si tu voulais alourdir la fiscalité du patrimoine, tu aurais quand même des vrais sujets de faisabilité concrète. Donc tu te retrouves avec un sujet qui est en pratique complètement insoluble, où tu vas essayer de bouger les curseurs, tu dis ah oui, l'assurance vie, le usufruit, la propriété, etc. Mais en fait, finalement, tu te retrouves avec un sujet qui est très difficile à gérer parce qu'au départ, à la source, tu as un problème que tu ne maîtrises pas. Intéressant. Isabelle. Après, il y a un point qui est quand même intéressant, c'est qu'un des pères du libéralisme, Adam Smith, était pour la taxation maximale. Ah mais oui, bien sûr. C'est un clivage très fort chez les libéraux. C'est pas absurde du tout, absolument. Parce qu'il partait du principe, mais ça c'est avec ma casquette entrepreneur, loin de la politique monétaire, que le fils était moins capable que celui qui avait généré, et que donc les retours sur investissement du fils seraient forcément moins bons pour la société en général que celle du père. Et donc ça, c'est effectivement aussi une approche qui est intéressante. C'est de dire, et c'est d'ailleurs l'approche de Bill Gates, de Warren Buffett, etc., qui disent je ne vais finalement pas laisser beaucoup, alors tout est proportionnel, etc., et dépend des références de chacun, mais à mes enfants, et l'idée, c'est de redonner au maximum dans des ONG, etc., etc. Et donc cette notion de je taxe beaucoup et plutôt des pères libéraux, même s'il y a des Certains discussions. d'entre eux. Non, oulala, le débat, tu sais, Voilà, Isabelle. c'est ça. Et donc aujourd'hui, dans le pouvoir politique, c'est assez intéressant parce que c'est les conservateurs, avec Ciotti aujourd'hui en tête, qui disent il faut absolument, parce que c'est des votants, c'est des personnes qui vont aller dans les bureaux de vote dans 3 mois, et il faut surtout pas taxer, il faut surtout ne plus taxer. Et donc Enfin, il faut même une moins posture taxer. politique. Pécresse Ciotti, c'est même relever on ne veut les plus seuils taxer. de donation entre. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une des seules mesures, les droits de succession, qui est très impopulaire chez la grande masse des électeurs, alors qu'au contraire, très très peu sont concernés, puisqu'en fait, ils ne la payent pas. Donc c'est ça qui est extraordinaire, alors que les gens demandent des taxations des plus riches Mais tout à et fait. ne veulent pas qu'on touche aux droits de Mais succession. c'est les votants de la région PACA.
Et donc, pour Ciotti, c'est important. C'est vrai qu'il doit y en avoir pas mal à Nice, ouais. Oui, mais encore une fois, alors, moi, je suis régionale m'avait échappé. C'est complètement politique, hein, et voire la politique locale. Je suis très 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 proche effectivement de penser comme les pères fondateurs du libéralisme sur le fait que le fils mérite moins que le père et que du coup il faut mieux redistribuer globalement dans la société. C'est une mauvaise allocation du capital, mais d'accord. Il y a 2 mais à ça. D'abord, depuis, on voit quand même qu'un certain nombre de tissus économiques de pays ont très bien résisté avec transmission familiale, et que donc c'est pas si simple que ça. C'est pas le fils est mauvais par rapport au père. C'est pas forcément confirmé dans les faits sur le fait que la stabilité de tout un pan entier de l'économie, notamment de petites et moyennes entreprises, gagne à cette stabilité-là et gagne en efficacité à cette stabilité. Et la France, au contraire, a plutôt montré avec l'ISF notamment qu'elle avait détruit de la valeur dans son tissu économique avec justement des problématiques de succession. C'est-à-dire que l'entreprise filait et était dépecée ou démontée, alors même que la stabilité a profité à d'autres tissus économiques. Juste pour le dire très très vite, les héritiers n'ayant pas les moyens de payer l'ISF sur le capital de l'entreprise qui leur reviendrait, si jamais, puisque ne sont exonérés que ceux qui restent dirigeants, mais je pense que c'est une erreur, justement. En plus, avec un salaire correspondant. Mais évidemment, c'est là où le système est aberrant. C'était l'ISF qui était aberrant. Mais bien sûr. C'était l'ISF qui n'allait pas. Et donc, bref, ils préféraient vendre et s'en débarrasser. C'était pas la taxation. C'était l'ISF, c'était pas l'héritage. Enfin, il y avait aussi la problématique de l'héritage, et vous, l'EPAC Dutreil. Mais la problématique, et pour moi, justement, qu'il faut dissocier totalement cette idée de management et d'actionnariat. C'est-à-dire que le manager, on doit trouver le meilleur manager. Il n'y a aucune raison d'être particulièrement dans la famille. Tout à fait d'accord. Et donc, L'Oréal, regardez la situation, les managers ne sont pas dans la famille. En revanche, il y a stabilité de l'actionnariat. Absolument. Et stabilité de l'actionnariat, ça peut être une force. Et ça peut être une force dans une compétition économique féroce. Et je pense que du coup, là, tant qu'encore une fois, il n'y a pas consommation en sortie des actions d'entreprise de ce patrimoine, je pense qu'il faut imaginer quelque chose de un peu sanctuarisé autour de ça. Et pour le reste, en revanche, pour le coup, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait de la taxation progressive. Il y a un modèle là-dessus dont j'ai découvert les arcanes très récemment, qui est l'association familiale Auchan. C'est absolument incroyable. Oui, c'est il y a vraiment... Alors, parce qu'aujourd'hui... C'est une façon d'éviter. Oui, mais le fonctionnement en interne, où en fait c'est un véritable marché dans le marché, avec chaque projet, c'est pas parce que tu es héritier que tu vas être soutenu, il faut que tu nous convainques, et je peux vous dire que le fonds d'investissement interne est sacrément équipé, peut-être que tu le connais François-Xavier, sacrément outillé, notamment sur le retail. Non, c'est absolument passionnant. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça a été aussi une des premières sociétés, le groupe Muliez. Moi, je pensais que tout avait été inventé par la tech, mais à donner des actions à toutes les personnes, à tous les conseillers de vente. Et donc, il paraît que de temps en temps, il y a des situation assez étonnante où le conseiller de vente chez Decathlon dit « Moi, avec ma casquette d'actionnaire, je pense que cette décision n'est pas bonne. » Et donc, c'est cette capacité qu'effectivement, alors là, pour le coup, la famille a mis en place, mais avec des règles de gouvernance extrêmement strictes. Et c'est très rare. Et alors, ça existe, il y a toujours des cas positifs, mais je crois que lorsque des études ont été faites aux États-Unis, ou d'une manière majorité, malheureusement, lorsqu'il y a une succession, c'est pas toujours positif. Bouygues d'un côté, Lagardère de l'autre. Et Lagardère, exactement. Oui, mais t'as Bouygues en face. Et il y a Bouygues en face. En tout cas, la concentration des très hauts patrimoines est une obsession excessive, me semble-t-il. Oui, et le vrai sujet, ça doit être l'ascension sociale des plus modestes. Ça doit être ça sur quoi on doit se concentrer. Et on a énormément à faire en France avant de s'occuper du fait que, est-ce que M. Arnault et ses enfants, c'est légitime qu'ils gardent le contrôle au même niveau de l'entreprise à la succession. On en revient toujours au même truc, Jean-Charles. Il ne s'agit pas d'appauvrir les riches, mais bien d'enrichir les pauvres. Absolument. Voilà. Chaque fois, et d'avoir un niveau d'éducation qui permette à tous d'accéder à la plus grande richesse. Merci à tous, les amis. Et donc, on se retrouve demain, mais bien sûr, on se retrouve demain sur Bismart.